Donc, bonjour à tous, Gwendoline de Sailly, je suis directrice de l'URGPP pour Union régionale des groupements de producteurs de porc et l'interprofession porcine Nord-Picardie. Je suis également animatrice du groupe Attractivité du métier avec Gwendoline et Loin. Je vois là dans les participants qu'il y a des personnes du réseau, aussi bien côté régional que d'autres régions de France. Merci à tous pour votre participation. Merci. Je vais continuer avec le RGPP, peut-être Laure. Ouais, Oui, Laure. donc bonjour à tous. Donc moi c'est Laure Langagne, donc je travaille avec Gwendoline, hein. Je suis responsable de l'animation et du développement filière porcine dans les Hauts-de-France. Et donc voilà, je participe aussi à ce groupe-là pour toute la partie communication et puis on le verra tout à l'heure pour la partie témoignage. Merci Laure. Valérie. Donc, bonjour à tous, Mallory de Bayeux. Donc, je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Oise en tant que conseillère numérique et réglementaire. Et donc, j'interviens dans le pré-attractivité pour pouvoir mettre en place des accompagnements s'il le faut au niveau communication sur son métier d'éleveur, puisque j'ai moi-même un bachelor en communication et que je suis également agricultrice en double activité. Merci. Merci Valérie. Et du coup, on va commencer ensuite avec les présentations de Franck et Gwendoline qui sont ici présents et qui sont des experts de la communication sur leur métier. Je commence, donc c'est bien ça. Expert est un bien grand mot, Gwendoline, je ne dirais pas ça. Moi, je suis éleveur de porc dans la Somme. Je suis également maître d'apprentissage depuis 2 ans. Voilà, je suis associé avec 2 frères sur un élevage de 200 truies naisseurs-engraisseurs, avec toutes les cultures qu'il y a derrière et une unité de méthanisation également collective qui démarre ces jours-ci. Voilà pour la brève présentation. Et donc, je vais enchaîner. Bonjour à tous, Gwenaëlle. Je suis agricultrice dans le nord-ouest du département de l'Oise. Je fais des vaches laitières et de la polyculture, classique des Hauts-de-France, hein, blé, maïs, orge, colza, betterave fourragère et ainsi que du lin. Je suis installée depuis 2021 avec mon papa. Et voilà. Alors moi, je suis un petit peu plus âgé que Gwenaëlle, hein, peut-être pour ça qu'on ne va pas sur les mêmes canaux de diffusion, hein. Moi, je suis dans ma 55e année, quoi. Voilà, pour vous situer. Et moi, j'ai 31 ans. Merci à tous les deux pour vos présentations. Donc, du coup, pour remettre un petit peu dans le contexte, donc Franck, qui est éleveur de porc, lui, est beaucoup plus sur YouTube et Facebook. Et Gwenaëlle est beaucoup plus sur TikTok. Donc, on va vous montrer 2 petits aperçus de vidéos qu'ils ont fait. Et ensuite, on commencera par le témoignage de Franck, puis le témoignage de Gwenaëlle. J'ai trouvé le meilleur moyen de gérer la repro de mes vaches après presque 4 ans d'installation et évidemment je vais te le partager. On le sait tous, la repro c'est l'élément le plus important de la conduite d'élevage. Tu rates la repro, tu rates tout et ça peut vite te coûter très cher. Du coup, comment je gère ça sur ma ferme? Pour limiter les jours improductifs et maximiser la production, on s'est fixé quelques objectifs, notamment un IVV inférieur à 390 jours. Pour m'aider à tenir ce rythme, j'ai d'abord investi dans un détecteur de chaleur. Et pour suivre vache par vache, et après avoir testé moult méthodes, j'ai découvert l'éco-planning. C'est un planning de gestion de la repro ultra visuel qui permet d'avoir une vue d'ensemble des vélages, des IA, des gestations et surtout de suivre mois par mois afin de ne faire aucune impasse. En gros, au fil de l'année, à chaque fois qu'une vache vèle, je l'inscris sur le planning. Je note la date de vélage, j'ai d'ailleurs un petit code couleur très cliché pour les mâles et les femelles. Puis, je viens inscrire les événements prévisionnels tels que les chaleurs tous les 21 jours. Je note également d'autres choses telles que les administrations de bolus, les mammites, etc. afin de suivre la vache tout au long de sa lactation. Au fur et à mesure, j'ajoute les chaleurs détectées, les inséminations et les échos. Et surtout, je vois tout de suite celles qui sont en retard. Je le mets à jour à chaque fois que j'interviens sur une vache afin de me vider la tête. Bye bye la charge mentale. Alors Léonore, toi, comment ça se passe ton apprentissage depuis 1 an? Qu'est-ce que tu ressens? Quel travail tu fais? Qu'est-ce que tu accomplis? Et est-ce que tu te sens bien dans ton métier?
Alors moi, ça fait 1 an que je suis ici. Je suis arrivée, je connaissais absolument pas le port. J'ai découvert tout ici, j'ai appris tout ici. Donc maintenant, je sais inséminer une truie, je sais échographier une truie, je sais faire les soins des porcelets ou même d'une truie boiteuse. Je sais observer les animaux quand ça va pas. Je suis l'alimentation car tout est automatique, mais il faut quand même avoir l'œil de l'éleveur. Ouais. Et Mais est-ce que c'est dur physiquement ce métier? non, c'est pas dur. Tout le monde est capable de faire, que ce soit une fille, un garçon. Comme moi, je suis ici. Il n'y a pas trop de travail fort physique, tout ça. Qu'est-ce qui aide à tout ça sinon est-ce que c'est fatigant comme métier ou pas? Non, c'est pas fatigant. Pour ce qui est des horaires, on commence à 8h, on finit à 17h. Donc ensuite, on va passer au témoignage de Franck dans un premier temps. On s'excuse pour la qualité des vidéos qui sont bien meilleures sur leur plateforme. C'est c'est la connexion là qui n'est pas bonne, mais sinon elle ne bug pas comme ça. Donc du coup, on a préparé quelques petites questions pour nos éleveurs pour essayer de faire court, mais qu'en même temps, ils vous expliquent un petit peu pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Donc je vais les laisser parler. Donc si je lis les questions, hein, tout le monde m'entend bien là, c'est bon? Donc, quel est l'intérêt de communauté? Quelle cible? Combien de temps cela vous prend et quels outils utilisez-vous? Donc, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur le réseau Facebook. Je m'y suis mis il y a une vingtaine d'années, non pas, je dis 20 ans, ça fait peut-être que 15 ans, non pas parce que j'avais envie de communiquer dessus, mais je voulais être... mes enfants grandissaient et je voulais savoir un petit peu ce qui se passait. Bon, très vite, eux, ils n'étaient plus sur Facebook, ils étaient d'autres sur le réseau, mais bon, moi, je me suis investi un peu plus sur Facebook et comprendre un petit peu ce qui pouvait se dire dans le cadre professionnel ou pas. Moi, je ne mets rien du tout de familial sur mon Facebook. Pour moi, ça reste un lieu d'expression ou d'écoute professionnelle et de partage. Donc, j'ai envie de dire, moi, je suis un passionné du cochon. Hein. Je ne sais pas si je peux dire qu'il y a un petit cochon qui est né dans mon ventre, mais peut-être. Et puis, en fin de compte, au fil du temps, tu t'aguerris à l'utilisation du réseau, notamment que tu utilises. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire, j'ai envie de dire, avant de vouloir communiquer, c'est de s'aguerrir du système, quoi. Donc pour ça, il faut regarder, dans un premier temps, il ne faut pas chercher forcément à vouloir mettre son mot, mais déjà d'interagir avec les amis et puis également se faire des amis entre guillemets réseau. Donc tiens, l'autre il suffit qu'il y en ait un qui clique un petit peu sur une publication aujourd'hui que vous avez fait, vous allez voir un petit peu son profil en tapant sur son icône, et puis vous regardez un petit peu s'il publie pas, quel genre de... Puis vous regardez s'il y a des amis en commun. C'est comme ça que je fais grandir un petit peu mon réseau. Donc je ne sais pas combien j'ai d'amis sur Facebook, mais peut-être entre 500, peut-être autour de 500, quoi. Donc voilà, je sais que Facebook, c'est quand même un réseau, une communauté qui nous ressemble, entre guillemets. Donc voilà, ce n'est pas forcément pour chercher à communiquer auprès du grand public. Moi, j'avais deux vocations. Je me suis donné deux objectifs. C'est lorsque j'ai pris de l'apprentissage, je me suis dit, mais il n'y aura rien de mieux que ma première apprentie avec qui ça s'est super, super bien passé. Que ce soit elle qui vende l'apprentissage pour attirer des personnes. Donc moi, je me suis investi, donc j'ai fait une vidéo pour lequel j'avais demandé à mes enfants, alors j'avais bien en tête la ligne de ce que je voulais faire passer comme message. Et en fin de compte, j'ai eu de la chance, c'est que mon apprentie, elle est super en vidéo, elle est super... elle passe super bien, et elle m'a dit après qu'elle avait fait du théâtre avec son père quand elle était jeune, donc peut-être que cela explique cela. Et donc j'avais demandé à mes enfants, ok, une vidéo brute c'est une chose, mais une vidéo entre guillemets un peu plus commerciale, entre guillemets, ça se travaille, ça se prépare. Donc en fin de compte, j'ai fait tout un enregistrement
en maternité, tel que vous avez pu voir les 2 apprentis. Et après, j'ai refait d'autres vidéos où là, j'ai mis en scène. Là, c'était la pure mise en scène, donc je n'avais pas besoin du son. Et ensuite, j'ai utilisé un outil qu'on appelle CapCut. Donc ça, c'est mes enfants, ils m'ont dit, tu vas là-dessus, tu mettais l'application, tu verras, c'est très facile à comprendre l'usage. Et effectivement, que ce soit sur téléphone ou sur l'ordinateur, c'est très facile d'usage. J'ai pris quelques soirées à le faire. Au début, tu galères un petit peu pour rapatrier tes vidéos, tout ça. Et puis au final, comme c'est passionnant, et puis que j'avais un objectif d'arriver à tel endroit, puis d'arriver au bout, j'ai dit, voilà. Puis après, CapCut me disait, je peux la mettre sur YouTube. Du coup, je dis, je vais la mettre sur YouTube. Donc, tu vas un petit peu au pif, et puis tu crées ton compte, et puis voilà. Donc, j'ai peut-être deux, trois vidéos sur YouTube maintenant. Moi, je ne suis pas là pour faire des vidéos tous les jours ou toutes les semaines. Ce n'est pas ça que je recherche en soi. Donc voilà, donc ça c'était d'un point de vue pour les apprentis. Et donc aujourd'hui, je me suis investi avec le réseau Facebook, je me suis mis sur la page Pôle emploi, je me suis mis sur stage en agriculture. Et donc j'ai communiqué ma vidéo et en fin de compte, je reçois des posts de gens qui cherchent et il suffit que sans rien dire, je mets le lien de ma vidéo et les gens me rappellent puisque par exemple, j'en ai une qui m'a appelé, qui est venue faire un stage de 15 jours. Elle était tout près de Tours. Elle était en BTS production animale. Et puis, elle m'a dit, alors je lui ai demandé si elle avait répondu aux autres, puisque je n'étais pas le premier. Elle a dit, ah non, 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 mais j'ai vu votre vidéo, c'est chez vous que j'ai envie de venir. Bon, voilà, je l'ai pris. Donc, cette année, en fin de compte, je suis un peu pris de succès, entre guillemets, puisque j'ai 2 apprentis. Alors, un où j'ai trouvé 8 jours après avoir diffusé ma vidéo sur la même école que mon apprenti qui était dans la vidéo que vous avez pu apercevoir. Et 2, des stagiaires également, puisque j'ai fait tourner 4 stagiaires jusque fin juillet sur l'exploitation. Donc, ce n'est pas un objectif en soi de prendre des stagiaires, mais je me dis c'est une façon de promouvoir aussi mon métier. Voilà, donc ça, c'est d'un point de vue, je vais dire, recrutement. Parce que chez moi, à l'époque, j'avais 2 salariés et demi. Aujourd'hui, j'en ai plus que 1,5. J'en ai 2 qui ont dû arrêter pour des soucis de santé. Donc, j'en ai rembauché un et en même temps une apprentie. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est plutôt de former des apprentis et pas de les embaucher dans l'immédiat, puisque ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de me faire un panel d'apprentis qui passent sur l'exploitation, qu'ils aillent faire leur expérience et le jour où j'aurai besoin d'un salarié, je saurai qui appeler ou plusieurs apprentis et si demain j'ai un développement, pourquoi pas les faire venir. Donc, ce qui était important pour moi, c'était déjà de bien les recevoir dans de bonnes conditions de travail, de manière à ce que demain ils aient envie. Alors peut-être qu'ils ne reviendront pas, j'en sais rien. En tout cas, la première apprentie que j'ai eue, je me suis décarcassé pour qu'elle continue dans le port et aujourd'hui, elle travaille en apprentissage licence pro, licence élevage à Genève et elle a la chambre au centre de recherche en Bretagne avec la chambre d'agriculture. Et bon, j'ai mis 2-3 mois et en fin de compte, j'ai fait aller mes contacts. Je voulais absolument qu'elle reste dans le cochon parce que c'était à chaque fois des personnes non issues du milieu agricole, quoi. Donc, eux, forcément, ils n'ont pas les liens, ils n'ont pas les contacts et ce n'est pas facile pour eux, quoi. Donc, voilà. Et après, autre chose aussi, également, j'ai des convictions d'engagement professionnel. Et je me dis, aujourd'hui, on a des institutions qui communiquent beaucoup par mail, un petit peu sur Facebook. Et moi, je suis engagé au niveau syndical, au niveau port, et je me dis, c'est aussi un moyen autrement que les gens puissent avoir de l'information par les réseaux. Il suffit de prendre une photo, de faire une capture de photo et de la diffuser. Et après cela, ça permet aux gens qui ne sont pas forcément devant leur boîte mail d'avoir une information autrement, alors peut-être complémentaire de ce qu'il peut y avoir, notamment vis-à-vis de l'Union régionale.
Et voilà, et de recréer du lien aussi avec des agriculteurs, puisque il y a quelques années, j'avais créé le groupe Facebook Les éleveurs de porc des Hauts-de-France. Donc voilà, alors c'est surtout moi qui mets des posts dedans. J'aurais pensé que d'autres auraient mis, mais bon, c'est pas grave, il est regardé quand même. Moi, ça me permet de diffuser des communications par ce biais-là, notamment, par exemple, la semaine prochaine, on sait qu'il y a la loi sur la simplification agricole avec la région Nord qui monte à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose que j'ai mis, les invitant à se rapprocher de leur syndicat JA et FED pour venir en masse, quoi. Donc voilà, donc ça me permet à la fois de partager mes convictions et des messages professionnels, et puis en même temps de recruter des apprentis. Super, merci beaucoup Franck. Ouais. Est-ce que Laure, tu peux mettre dans le chat le lien de la page YouTube de Franck pour que les gens, s'ils veulent regarder ces vidéos en entier, ils puissent les mettre, ça serait chouette de les mettre dans le chat. Ouais, je te mets ça. Merci. Et du coup, merci beaucoup Franck pour ce petit témoignage. Je te laisserai la parole un petit peu à la fin s'il y a des questions. Il y a également Gwenaëlle qui est présente autour des écrans là, et donc qui a quelques mots à nous dire aussi. Du coup, moi j'ai deux comptes où je suis le plus active, donc c'est notamment sur TikTok et sur Instagram. J'ai commencé à communiquer notamment sur TikTok parce que j'ai une diversification à la ferme. Je transforme mon lait de vache en produit cosmétique. Donc, c'est une toute petite diversification. Le lait de vache en cosmétique, c'est très méconnu pour le moment. Et donc, j'avais commencé en gros à parler de ça sur TikTok, sachant que je vendais mes produits sur Internet. De là, oula, j'ai coupé mon micro, désolée. De là, donc, je suis devenue maman. J'ai continué un peu à parler de mon quotidien en plus de ma diversification. Et en fait, je me suis surtout rendu compte que les gens qui achètent vos produits, si vous faites de la diversification, ils l'achètent parce que c'est des bons produits, mais aussi parce qu'ils vous aiment bien. Et j'ai commencé un peu à travailler ma communication autour de ça, autour de moi, etc. Et c'est un truc, alors je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais c'est ce qu'on appelle le personal branding. En gros, c'est de faire de votre propre personne une marque, entre guillemets. Et un peu, alors je sais que c'est assez vu négativement, mais un peu comme les influenceurs qui finalement ont un pouvoir assez incroyable sur les consommateurs, et donc de faire en fait en sorte que les gens s'attachent à vous, qui connaissent votre histoire, l'histoire de vos produits, etc. Et que du coup, ils s'attachent à la marque par ce biais-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Après, le fait de devenir maman, ça m'a posé aussi beaucoup d'interrogations sur ma vie professionnelle. Parce que je suis quelqu'un qui vit à 3000 à l'heure. Donc, j'ai mes vaches laitières, j'ai la diversification, j'ai des engagements syndicaux également chez Jeunes Agriculteurs. Et en fait, moi, ce que je recherchais comme contenu, c'était du contenu sur comment s'organiser avec une vie un peu de fou, trouver des conseils techniques sur l'élevage, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en agriculture, il n'y en avait pas ou très peu. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais faire des vidéos sur ce que moi, j'aimerais regarder sur TikTok ou sur Instagram. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à parler un peu de comment je m'organisais sur la ferme, à parler un peu technique. Donc, je fais un peu des vidéos, comme vous l'avez vu, sur un petit truc dans ma ferme que je maîtrise bien et que je suis contente de partager un peu l'astuce. Et après, je partage aussi forcément des vidéos un peu plus brutes sur ma vie, sur mon engagement syndical, etc. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, j'ai à peu près 21 000 abonnés sur TikTok et 1200 sur Instagram. La cible principale de mes vidéos, c'est plutôt des
je vais dire jeune femme, entre guillemets, mais ça va de, allez, 18 à 40 ans. Parce que forcément, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans mon histoire, dans ce que je dis. Mais ça s'élargit aussi aux autres cibles. Forcément, quand je parle technique, c'est les éleveurs enfin, ça attache l'ensemble des éleveurs. Alors, pour le coup, ça me prend pas mal de temps. Je vais être honnête, sans du tout vouloir dégoûter qui que ce soit. Franchement, je trouve qu'on peut faire du contenu de qualité en n'y prenant pas trop de temps, mais j'avoue que j'essaie de faire des vidéos très travaillées avec du montage. Donc, j'utilise aussi CapCut, j'utilise Canva également. Et du coup, j'y passe un peu de temps. Alors, je pense que il y a beaucoup de gens qui arrivent à communiquer très bien sans passer autant de temps que moi. Après, c'est un peu ma marque de fabrique, on va dire, d'essayer de faire des vidéos assez travaillées. Voilà. Je voyais une question, donc pourquoi TikTok, pourquoi Instagram? C'est notamment parce que c'était des réseaux sur lesquels je consommais moi-même du contenu. Donc déjà, pour s'approprier une plateforme, c'est ce que disait Franck, il faut aussi y être habitué, aimer y être. Et TikTok a cet avantage, mais aussi Instagram, maintenant avec notamment les réels, donc le contenu vidéo, c'est que l'algorithme, il peut vous rendre assez viral sans avoir beaucoup d'abonnés. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec moi, mais je fais partie des jeunes agriculteurs Hauts-de-France. On n'avait aucun réseau social. Je leur ai proposé d'ouvrir un compte TikTok et un compte Instagram que je gérerai moi-même. Je l'ai ouvert il y a 15 jours, je pense. Sur TikTok, hier matin, j'avais 80 abonnés. J'ai fait une vidéo qui a fait 160 000 vues. Là, j'ai 2000 et quelques abonnés. Donc, c'est pour vous montrer à quel point ça peut partir très vite. Alors, du coup, ce qui veut dire aussi le biais, c'est que quand vous avez beaucoup d'abonnés, ça ne veut pas forcément dire que toutes vos vidéos vont être vues au prorata du nombre d'abonnés. C'est un algorithme un peu particulier. Et c'est aussi ça qui est important, c'est si vous voulez vraiment communiquer, avoir de l'impact, aller chercher des clients, il faut que vous soyez, il faut que vous créez une communauté et du coup, il faut que vos vidéos soient vues. Donc, il faut aussi s'approprier le fonctionnement des algorithmes et pour ça, il n'y a rien de compliqué. Même les gens qui sont assez novices dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez une multitude de contenus gratuits, notamment sur les podcasts, notamment peut-être à la Chambre d'agriculture avec un accompagnement. Mais moi, je sais que je consomme énormément de podcasts sur justement ce sujet-là des réseaux sociaux. Et franchement, j'ai jamais autant acquis de connaissances en faisant ça. Donc voilà, pour être assez brève, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question. Pardon, Franck. Une petite question pour tous les deux. Qu'est-ce que vous faites des commentaires qui sont négatifs, que ce soit négatif dans le sens où la personne n'est pas d'accord ou négatif dans le sens où la personne veut simplement être méchante? Alors, pour ma part, moi, je n'ai pas ce problème-là, puisque les personnes, entre guillemets, je les ai choisies, même si je fais une diffusion publique. Souvent, ceux qui réagissent, ce sont des gens que je connais ou que que je connais plus ou moins proches. Donc non, j'ai très très rarement de choses négatives par rapport. Mais après, ça n'a pas la même puissance que TikTok où elle fait 20 000 abonnés. Moi, je suis sur 500 amis que j'ai choisis, entre guillemets déjà. Donc évidemment, si je mets en publication publique, mais bon, je vois. Il faut que les gens aillent le chercher sur Facebook. Donc, soit c'est quelqu'un qui m'en veut, il va voir sur mon compte Facebook et il se créera un pseudonyme et il me mettra des mauvais commentaires. Mais moi, je suis pas là pour regarder tous les commentaires. Enfin, j'en ai pas l'appel. Moi, je vous dis, moi, ça n'a rien à voir avec Gwenaël qui, je peux supposer, fait des vidéos toutes les semaines. Moi, quand je fais quelque chose, c'est par rapport comme je l'ai dit, soit c'est professionnel, donc
je lis un document, je fais une capture d'écran et je la diffuse, ou soit je fais une vidéo pour mes apprentis. Bon, là, je m'investis un peu le soir après mon boulot, plutôt l'hiver quand les jours sont plus courts, et puis voilà quoi. D'accord? Moi, ça me mange pas de temps ou très peu sur mon temps de travail, quoi. Je sais pas si j'ai répondu. Si, c'est bon, je laisse répondre Gwenaëlle et puis on communique, on échangera après. Et du coup, moi, forcément, quand vous avez, comme tu dis, Franck, je communique beaucoup, je fais des vidéos tout le temps. Donc, forcément, ça m'est arrivé d'avoir des vidéos négatives, notamment sur l'engagement syndical qui n'est pas toujours. Voilà, on n'est pas tous on n'est pas tous d'accord entre agriculteurs. Donc, du coup, les commentaires. Alors, pour moi, il y a deux types de commentaires. Les commentaires, entre guillemets, voilà, qui, comme tu le disais, qui sont pas d'accord. Et là, ça vaut parfois le coup d'essayer d'échanger, d'avoir un genre de débat. Après, les commentaires méchants, clairement, j'en ai jamais eu vraiment excessif, mais moi, je pars du principe où la personne qui prend du temps sur sa vie pour venir commenter ta vidéo, pour dire un truc juste méchant sans fondement, clairement, moi, c'est pas du tout comme ça que je vois les réseaux sociaux. Donc, j'ai aucun scrupule à supprimer le commentaire, à bloquer la personne. J'avais eu notamment sur une vidéo sur l'élevage quelqu'un de très radical sur l'élevage. J'avais essayé de débattre un petit peu avec lui voilà, c'était quelqu'un qui voulait interdire l'élevage, etc. Donc j'avais essayé de débattre avec lui et c'est tombé dans un débat stérile où finalement il commence à commenter des trucs du genre en mettant mon nom de famille, en mettant le prénom de mon enfant, etc. Donc c'est quelqu'un qui a été faire des recherches Google parce que forcément si vous creusez un peu des Gwenaëlle dans le nord-ouest du département de l'Oise, il n'y en a pas 50 000 et on arrive à retrouver des articles qui donnent mes coordonnées, etc. Donc, cette personne-là, sans hésitation, j'ai supprimé tous ces commentaires, je l'ai bloqué et puis voilà. J'ai pas trop de scrupules là-dessus. Moi, je pars du principe que c'est mon compte. J'en fais entre guillemets ce que je veux, donc voilà. Mais après, ça vaut le coup aussi sur les vidéos un peu plus techniques où on n'est pas d'accord entre agriculteurs. J'aime bien voilà, débattre. Je trouve que des fois, ça amène des choses intéressantes. Merci Gwenaëlle. Il y a une question du coup hyper intéressante de Florence Liard qui nous demande vous n'avez pas peur des personnes anti-élevage qu'ils utilisent vos images à mauvais escient? Alors là, moi, pas du tout. Moi, j'arrête de me. Enfin, j'arrête. Je me suis jamais trop posé la question de savoir mon image. Moi, j'ai pas de. Si vous voulez, j'ai pas d'intérêt économique. Je ne touche pas. Je vends rien entre guillemets, si ce n'est de l'information. Où je distribue de l'information. Donc moi, j'ai pas d'impact économique. Après. Si quelqu'un veut vraiment me retrouver, oui, il va me retrouver sur Facebook, il va falloir où j'habite. Je pourrais penser que je peux être visité sur mon élevage, quoique je ne mets pas spécialement de vidéos de mon élevage, hein, très peu, mis à part là pour l'apprentissage, ou sinon c'est vraiment sur quelques trucs spécifiques. Donc moi, non, je n'ai pas cette crainte-là. Mais toujours pareil, je n'ai pas une vue publique comme Gwenaëlle peut avoir avec TikTok, quoi. Parce que il faut dire quand même ce qui est. TikTok, c'est quand même plus fait pour les jeunes de 18 à 40 ans. Je crois que c'est ce qu'elle a dit, Gwenaëlle. Les jeunes, même jusqu'à 60 ans, on peut encore être jeune, hein. Donc non, moi, je n'ai pas d'appréhension par rapport à ça. Et pour ma part, alors ça arrive, hein, franchement, qu'il y ait des commentaires, mais ça reste une minorité. Je pense que l'algorithme me recommande à des gens qui sont déjà un peu plus pro-élevage. Après, je vais être honnête, jamais je filmerai. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois avec Mallory. Par exemple, si je dois faire des vidéos dans mes vaches laitières, on sait que le matin quand j'arrive, c'est moins bien paillé, entre guillemets, que quand ça vient d'être paillé. Donc, pour un œil
externes à l'agriculture, ça pourrait parfois un petit peu se dire oh là là, c'est sale, il y a une bouse, etc. Donc, j'avoue que je fais hyper attention aux images. Je montrerai pas, par exemple, une bête qui va boiter, par exemple, parce qu'on en a tous dans nos élevages. Je vais pas la filmer. Je fais hyper attention parce que, comme vous le dites dans votre question, ça peut être utilisé à mauvais escient parce que bah, de toute façon, on le voit hein, dans les vidéos un peu alarmistes sur le monde agricole, sur l'élevage. C'est toujours des vidéos souvent on prend la bête malade pour montrer que tous les animaux sont malades, etc. Donc, je fais hyper attention à ça. Et après, c'est ce que je disais, j'hésite pas à supprimer les commentaires, à bloquer les gens qui critiquent trop l'élevage, justement pour éviter que ma vidéo soit trop recommandée sur des gens très extrémistes, parce que bah, l'algorithme, il est comme ça, en fait. Quand il va voir que un type de personnes vont commenter des vidéos, il va les recommander encore plus, et du coup, il ne faut pas que ça tombe dans les mauvais... Enfin, dans les mauvaises catégories de personnes, mais non, après, très honnêtement, c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Bien au contraire, on se rend compte que le monde agricole, on est très aimé et il y a beaucoup de méconnaissances, mais les gens qui ont des questions, j'hésite vraiment pas. Enfin, ça, c'est aussi important de répondre aux commentaires, de répondre à leurs questions et d'être transparent sans non plus prendre un bâton pour se faire battre, quoi. Je sais pas si ça répond. Je voulais te poser une question, Gwenaëlle. Tu parlais d'algorithmes, donc tu les choisis, tes algorithmes? C'est quelque chose que tu travailles? Comment tu fais, entre guillemets? Non, en gros, l'algorithme, c'est un peu la manière de fonctionner du réseau social. En gros, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comment le réseau social va utiliser ton contenu pour le diffuser. Donc, c'est plein de trucs qui sont... Enfin, c'est un peu un ordinateur qui tourne et qui va se dire, voilà, cette vidéo-là, elle parle, par exemple, d'agriculture. Donc, l'algorithme, en gros, c'est l'ordinateur qui va dire, cette vidéo-là d'agriculture, je vais la recommander à 300 personnes. Enfin, je vais la mettre dans le fil d'actu de 300 personnes et je vais voir un peu comment ils interagissent. Donc, ces 300 personnes-là, s'ils commentent, s'ils likent la vidéo, s'ils la partagent, il va se dire, ah, donc ces personnes-là, toutes les personnes qui commentent, ils ont tel type de caractéristiques, par exemple, parce que d'habitude, ils commentent tout le temps des vidéos d'agriculture. Et de là, il va se dire, bah, cette vidéo-là, je vais la balancer sur un groupe un peu plus large de gens qui s'intéressent à l'agriculture. Et hop, à chaque fois, ça monte dans des échelons. Et en fait, l'algorithme, c'est par exemple quand vous êtes sur n'importe quel réseau social et que vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous likez un certain type de vidéo, et ben, il va tout le temps vous recommander du contenu sur ça. Et ben, ça, c'est l'algorithme. En fait, il étudie un peu votre comportement vis-à-vis du contenu. Et de là, il sélectionne en fait les vidéos, etc. Par exemple, pour quelqu'un qui se marie et qui va regarder des trucs de mariage, et ben, il va avoir 1 million de pubs de mariage après. Et ben, c'est ça l'algorithme en gros. Je ne sais pas si je suis claire. Ok, donc au départ, tu ne choisis pas, mais si tu vois que ça ne va pas dans le bon groupe, tout de suite, tu bloques les personnes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors après, on ne maîtrise pas à 100% l'algorithme, évidemment, mais il y a un peu des codes pour savoir justement tirer parti des informations que lui... Ouais. Et c'est important, là, ce que tu disais tout à l'heure, il faut liker tout ça. En fin de compte, dans un premier temps, quand vous démarrez, c'est ça qu'il faut faire, hein. C'est pour revoir les messages de un tel ou revoir les messages de un tel, il faut simplement mettre un pouce. Alors, ce n'est pas forcément que ça valide ce qu'il a dit, mais c'est que vous avez envie de le revoir. Je dis ça, c'est pour ceux qui nous regardent là, et qui cherchent, hein. Et en fin de compte, le fait de mettre un pouce, l'algorithme, il va dire, ouais, tiens, celui-là, tu l'as liké un coup, donc je te renverrai quand il refera quelque chose. Et donc, c'est pareil, quelquefois, le fait de partager des choses en tant que quelque chose que quelqu'un met une information, moi, sur le réseau, je suis d'accord avec lui, par exemple. Le fait de partager, c'est une autre façon de communiquer, sans avoir rien créé, si vous voulez. C'est-à-dire que vous diffusez
un message qu'un hôte a communiqué à votre réseau qui le verront également, quoi. D'accord? Merci Franck, merci Gwenaëlle. Il reste une dernière question et pour rebondir sur la question qu'il y a dans le chat de Katharina sur vos démarches respectives sont très positives. Comment selon vous inciter d'autres éleveurs ou éleveuses à faire de même et selon vous serait-il bénéfique pour l'attractivité des métiers que d'autres personnes mobilisent les réseaux? Et pour ça, du coup, les personnes, donc les partenaires du programme régional élevage donc, qui sont autour de la table, propose une formation communication aux éleveurs et éleveuses de toute filière, partout en Hauts-de-France, pour obtenir les clés pour répondre aux questions du grand public et pour promouvoir son métier d'éleveur ou d'éleveuse, être en capacité de développer un argumentaire efficace sur ses pratiques et être aussi mieux outillé et plus confiant afin de gagner en efficacité et en impact sur les messages, notamment peut-être pour ceux comme Florence évoquait dans le chat qui peuvent avoir des appréhensions liées aux personnes qui peuvent utiliser des images à mauvais escient ou les personnes anti-élevage qui pourraient communiquer. Voilà. Donc, les plus de cette formation en communication qu'on vous propose, c'est qu'elle a lieu dans différents secteurs des Hauts-de-France, donc un peu partout en Hauts-de-France, pour les éleveurs de toute filière et avec des méthodes un peu d'apport variées, donc avec des échanges, des mises en situation, des retours d'expérience, comme on peut faire là, par exemple. Et vous avez plusieurs experts qui seront mis à votre service, donc notamment une sociologue agronome et coach certifiée de l'Institut de l'élevage, ou une conseillère numérique avec un bachelor en communication de la Chambre d'agriculture, donc Mallory, qui est autour de la table. Donc des gens à votre service pour vous appuyer, monter en compétence sur ce sujet. Voilà. Même si, comme Gwenaëlle le dit, il y a des podcasts aussi pour apprendre sur le sujet, mais après d'échanger, etc., on apprend aussi également les uns des autres avec les échanges entre pairs. Donc voilà, on est à l'écoute de vos demandes pour adapter la formation suivant vos questions. Et si vous êtes intéressé pour vous former cet hiver dans les Hauts-de-France, n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire, hop, qui va être mis dans le chat. Donc il suffit de cliquer sur le lien du questionnaire pour donner votre adresse email et vos coordonnées et si potentiellement vous êtes intéressé par ce genre de formation. Donc voilà. S'il y a d'autres questions pour Franck et Gwenaëlle, il est 14h tout pile, on avait mis fin 14h. S'il y a vraiment une dernière question brûlante d'un participant, c'est à Franck et Gwenaëlle, c'est le moment de le dire. Ou si Franck et Gwenaëlle, il y a vraiment un message clé que vous vouliez faire passer et que vous n'avez pas le temps de le faire passer. D'ailleurs, Gwenaëlle, si tu veux mettre le lien de tes profils TikTok et Instagram dans la conversation, n'hésite pas. Et voilà. Alors moi, je voulais dire oui, il existe des formations et pris en charge par Vivea pour ceux qui sont exploitants, y compris pour les conjoints collaborateurs. Moi, ma femme, elle a suivi aussi la formation, plus d'un point de vue personnel, mais comme elle est conjointe collaboratrice, elle a pu avoir le financement Vivea. Cela dit, après, le temps est compté pour beaucoup d'agriculteurs, donc quelquefois prendre une journée, c'est compliqué. Et je pense qu'il est important que vous puissiez diffuser des podcasts pour que le soir, plutôt que d'être dans son canapé, si tel était le cas, devant une série, c'est de regarder ça. Parce qu'en fin de compte, la problématique, c'est le temps. Et surtout quand on est dans l'élevage, le temps, on est entre la famille puis le métier. S'investir en temps, c'est compliqué, je pense. Donc ça, c'est un message pour les responsables d'instituts. Voilà par rapport à ce que je voulais dire. Et puis après, la première façon de communiquer, c'est de partager et de liker les choses, pour s'il y a des novices autour de l'écran. Là, c'est la première chose. Et puis après, ça se fait petit à petit. Faut pas... Après, c'est un choix. En tout cas, s'il y a des éleveurs de porc, je les invite à rejoindre la page les éleveurs des Hauts-de-France, les éleveurs de porc des Hauts-de-France. Et puis, je les accepterai sans problème. Voilà pour moi. Merci Franck. Merci beaucoup Franck. Et juste pour laisser un petit peu de temps aux personnes pour cliquer sur le lien et aller répondre si jamais vous êtes intéressés pour un suivi. Donc juste pour conclure sur les paroles de Franck et Gwenaëlle, il y aura personne de plus habilité à controverser un peu ce que tout le monde pense
sur l'élevage que vous. Donc n'hésitez pas à communiquer, peu importe si vous prenez du temps ou si vous prenez pas de temps, peu importe le réseau social. Tant qu'on rentre pas dans l'extrémiste, personne ne le fera mieux que vous. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de personne nulle ou de personne plus douée que d'autres. Et voilà, là on a eu le cas typique, c'est que Franck ne prend pas beaucoup de temps et communique sur un sujet. Gwenaëlle prend beaucoup plus de temps, mais elle, c'est aussi sa passion, la communication. Donc tout le monde peut s'y retrouver et tout le monde peut le faire, il n'y aura aucun souci et tout le monde sera accepté, peu importe la plateforme. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des besoins pour un suivi, que ce soit en formation, en accompagnement ou même juste pour rejoindre un réseau d'éleveurs, il n'y aura aucun souci, on pourra également vous donner des contacts. Là, tu dis cliquer sur le lien, mais en visio, on ne peut pas cliquer dessus. Donc, je ne sais pas si tu nous le renvoies différemment. Moi, j'essaye avec ma souris, ça ne fonctionne pas en tout cas. Hein. Il est dans le chat, dans la conversation de chat. Ah, il faut dans le chat. Ah, je ne suis pas encore à l'aise avec tout ça, moi. Ok. Il y avait Gwenaëlle qui levait la main pour un dernier petit mot. Non, merci beaucoup en tout cas de m'avoir convié à cette webinaire. Je pense que Mallory, tu as tout dit. Il n'y a personne qui communiquera mieux sur le métier d'éleveur que nous. C'est important qu'on soit visible, qu'on montre qu'en élevage, en fait, on n'a rien à cacher. Parce qu'aujourd'hui, c'est vu comme un métier un peu obscur. On ne sait pas trop ce qu'on fait dans nos bâtiments. Et en fait, le fait d'ouvrir un peu la porte de manière très maîtrisée, parce que les images, c'est vous qui les avez, c'est pas des journalistes, etc. Donc, je trouve que c'est un super moyen, encore plus si vous faites de la diversification. Enfin, clairement, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde si vous savez pas communiquer dessus. Ben, vous perdez en chiffre d'affaires et moi je suis partisane de dire qu'il faut un peu déplafonner, même si ça convient aujourd'hui, il faut aussi aller chercher encore plus loin. Et n'ayez pas peur du regard des autres, on en parlait avec Mallory. Enfin, se filmer, etc. On a toujours un peu l'appréhension de se dire qu'est-ce que va penser mon voisin, etc. Mais je peux vous dire qu'une fois que vous avez commencé à communiquer, vous y pensez plus. Enfin, moi, clairement, j'y pense plus et j'ai beaucoup plus de retours très positifs de mes vidéos. Et Franck, tu disais, TikTok, c'est un réseau social un peu de jeune et je te rejoignais, mais je suis allée à une visite avec les JA en début de semaine et je suis tombée sur deux hommes, mais qui n'ont rien à voir, hein, vraiment croisés au cours de la journée, qui m'ont dit: «Ah, mais toi, je te connais, je regarde tes vidéos TikTok» et ils avaient, je pense, 55 ans. Donc comme quoi, on peut être visible un peu partout, mais surtout, franchement, n'ayez pas peur. Vous allez vous créer beaucoup plus d'opportunités que de choses négatives en communiquant. Et voilà. Et je suis dispo si vous avez des questions, si vous voulez me recontacter, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, je peux laisser mes contacts, il n'y a pas de souci. Je suis ravi, Gwenaëlle, qu'à 55 ans, on est encore jeune, donc ça va, ça me laisse encore de la marge. Et puis, s'il y en a qui veulent voir ma page Facebook, c'est Franck Caffin avec un émoticône avec jaune avec un pouce devant, donc ça sera moi s'il y en a plusieurs. Voilà. Un grand merci à tous les deux en tout cas, et un grand merci à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui.